La musique qui cartonne, les blagues marrantes et pas celle de votre meilleur pote qui ne fait rire personne. L'info et le sport en décalé, c'est sur Buzz FM 97.4. La radio qui fait le buzz. Bonjour et bienvenue chers auditeurs, vous êtes sur la 97.4 Buzz FM Radio, la radio qui fait le buzz avec votre humble serviteur Fanelli Ryan, tweeté le plus américain des Congolais pour cette nouvelle édition de Yekola Cyber. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passionne autant qu'il fait débat, l'intelligence artificielle et la désinformation, ces nouvelles armes de manipulation. Restez avec nous, ça va être passionnant. Et pour commencer, on va d'abord je vais définir et ensuite notre expert qui est là va confirmer ou infirmer ce que je vais dire. L'intelligence artificielle, vous entendez parler tous les jours, ChatGPT, Midjourney, et Deepfake, mais saviez-vous que plus de 70% de contenu sur Internet pourrait être généré par l'IA d'ici 2026 ? La désinformation assistée par l'IA a doublé en un an. Cela veut dire que des vidéos, des images ou des textes que vous partagez pourrait ne pas être réel. Et c'est pourquoi ce sujet est crucial. Ce n'est pas seulement pour les geeks ou les experts, les geeks ou les experts, c'est pour nous tous, citoyens, étudiants, entrepreneurs et décideurs. Pour nous aider à comprendre cela, je suis avec un expert dans le domaine de l'intelligence artificielle. Son parcours est rempli et phénoménal et surtout, j'ai envie de le préciser, c'est un produit made in Congo. Il s'appelle Arthur Kaza, scientifique de la donnée avec plus de 7 ans d'expérience internationale et fintech et analyste des risques spécialisé dans la conception, l'optimisation des systèmes d'information, la science des données et de l'IA. Arthur Kaza est reconnu comme Google Developer Expert en Machine Learning IA par le géant américain Google, et pour ses nombreuses contributions en IA dans la communauté Google dans sa région, dont près de 3 ans d'expérience en conception de programmes d'apprentissage technologique, Acton, si je prononce bien, et mentorat. En vrai passionné de la technologie, via les communautés, il compte plus de 100 jeunes professionnels aujourd'hui encadrés dans des programmes d'apprentissage technologique dont il a été responsable en Afrique centrale. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va très bien, et vous-même ? Ça va, très ravi de vous avoir dans les studios de la 97.4 pour parler intelligence artificielle. Un expert en intelligence artificielle et en technologie numérique, il a énormément contribué pour le développement de l'intelligence artificielle en République démocratique du Congo. Avant d'aller plus loin, j'aimerais définir un peu et expliquer simplement ce que c'est que l'intelligence artificielle. C'est la capacité d'une machine à effectuer des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. Cela peut être de reconnaître des images, de générer du texte, de traduire automatiquement ou même imiter la voix humaine. On distingue plusieurs types d'IA. IA faible qui effectue des tâches précises, IA générative capable de créer des contenus originaux, l'apprentissage automatique qui permet à une machine de s'améliorer avec l'expérience. Aujourd'hui, l'IA n'est plus seulement un outil, elle peut influencer nos choix, nos comportements et même notre perception de la réalité. Pourquoi l'IA est-elle au cœur de la désinformation ? Les deepfakes, les textes générés automatiquement, les images manipulées, tout cela pour créer des contenus qui semblent vrais mais qui sont faux. Imaginez un faux discours d'un dirigeant, une image d'un événement qui n'a jamais eu lieu. L'IA rend tout cela possible et beaucoup plus rapidement. Alors, d'où la première question, Monsieur Arthur. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle ? Alors, c'est une question qui porte vraiment à controverse parce qu'il y a plusieurs écoles. Okay. Donc, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs personnes qui ont des tendances de définition, mais la définition que tu as donnée tout à l'heure se rapproche de plus celle de Alan Turing. Et Alan Turing, c'est le père de l'informatique. Donc, j'aimerais m'appuyer sur ça parce que c'est plutôt reconnu dans toutes les écoles. Donc, c'est celle qui tend à idéaliser la machine. La machine idéale de Alan Turing, c'est la machine qui aurait les mêmes capacités qu'un être humain. Donc, on est vraiment dans l'idéal. Et c'est de là qu'est parti les concepts vraiment fondamentaux aujourd'hui qui portent l'intelligence artificielle. Quand tu dis, par exemple, essayer de mimer ou de reproduire certaines capacités propres à l'homme, telles que le parler, le voir. Donc, quand j'ai dit la vue, la vision par ordinateur, c'est une branche de l'IA. Quand on dit le parler, c'est le NLP, donc le langage
procédurale naturelle, c'est encore une branche de l'IA. Quand on dit tout ce qui concerne la rédaction, la conception de texte et tout cela, on est dans l'IA générative, une autre branche de l'IA. Okay. Donc on voit que par là, on essaye par des briques, parce qu'on ne peut pas d'un coup. Hein, et pourquoi on ne peut pas d'un coup? C'est pour deux raisons, je raisons de limitation infrastructurelle. Donc vraiment, on est dans tout ce qui est capacité des ordinateurs, puissance des calculs, etc. Oui. Je pense qu'on va en reparler un peu plus tard. Mais c'est vraiment lié à ça qui fait qu'aujourd'hui, l'IA se rapproche plus de mimer certaines capacités de l'être humain. Et quand tu parles du fait que Internet aujourd'hui est bourré à peu près donc d'ici 2026 sera bourré à peu près de 75% de contenu seront générés. Oui. J'ai lu ce matin en venant une étude de IBM qui est tirée de la revue célèbre Gartner, qui dit qu'en fait actuellement déjà les systèmes des données fausses ou des données par biais se trouvent déjà à 99%, 99%. Quand on dit données biais ou données par défaut, c'est-à-dire des données qui soit ont été modifiées à dessein, ou soit qui ne reproduisent pas complètement la réalité. Okay. Donc, et ça, c'est encore des techniques d'IA qui sont cachées derrière. On parle par exemple des données synthétiques. On parle par exemple des données à caractère linéaire. Quand je dis caractère linéaire, c'est lié à la mathématique derrière. Mais c'est vraiment des données où tu as la photo, elle est originale, mais je ne l'ai pas. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je prends l'histoire autour de cette information et j'ai reproduit. Vous avez peut-être regardé des vidéos où on vous conte une histoire qui s'est passée au 1er siècle, au 4e siècle, etc. Ou encore même à Hollywood, parce qu'Hollywood c'est l'un des plus grands consommateurs d'IA, peu le savent, mais c'est vraiment le plus grand consommateur d'IA, l'un des plus grands consommateurs avec les finances, parce qu'ils utilisent beaucoup d'effets spéciaux basés sur l'IA. Et beaucoup de petits détails dans les films qui font que ça devient très visuel, c'est de la donnée synthétique. Ok, alors, avec cette expansion, pensez-vous que l'intelligence artificielle, on devrait s'en méfier ou plutôt s'orienter vers cette dernière? Alors, pour bien comprendre, il faudrait en fait faire un peu d'histoire. Ça va nous permettre de nous situer dans le panorama. Allons-y, on ne désire que ça. Ok, alors depuis le début de l'histoire humaine, il y a eu ce qu'on appelle des révolutions. Les révolutions, c'est en fait quand l'humain découvre quelque chose et ça brise le quotidien et on va vers un autre quotidien. Et chaque révolution a mené son lot de problèmes et son lot de solutions. Voilà. Et à chaque fois, comment débutent les révolutions? On a un problème, plusieurs communautés, des civilisations se retrouvent bloquées face à un problème. Et donc ils décident de réfléchir, ils décident de mettre tout leur meilleur cerveau en œuvre et boum, on découvre une manière de faire ou une pratique qui résout le problème. On a la révolution mécanique, les révolutions les plus connues, mais l'un des professeurs que j'aime beaucoup, le professeur Oveneke, aime bien répartir depuis l'âge doré. On a les bâtons des Ishango, ça on est vraiment en RDC, au Congo, au Royaume Congo. C'était la manière de compter, c'était la manière facile de compter. Et ça existait avant les calculatrices. Et c'est très loin avant les calculatrices. Donc nos ancêtres comptaient, ils avaient ces repères. Donc il fallait bouger des billes, et on savait que ça c'est un nombre, de chèvres, de vaches, c'est l'équivalent, donc une mesure. Mais avant ça, comment ils faisaient? Ils faisaient du troc, de façon non rationnelle. Mais quand c'est arrivé, il fallait changer les habitudes, la manière de voir les choses, créer même des métiers, parce qu'il fallait quelqu'un maintenant pour gérer tout ça. Et quand on a eu l'ère de la mécanique, c'était pareil. On a quitté des chevaux pour transporter des lourdes charges vers des moteurs. Donc certains métiers ont été transformés. Mais le biais dans tout ça, c'est quoi? À chaque transformation, malheureusement, il y a des reliquats. Il y a des personnes qui vont se retrouver mis de côté. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce que leur métier n'apporte. Ce qu'ils faisaient, en fait, a été couvert ou a été automatisé d'une certaine manière par la découverte. C'est pareil avec l'IA. L'IA, c'est la 4e révolution industrielle que l'humanité puisse connaître. Et cette révolution a été tellement rapide que ça transforme des métiers. Et des secteurs entiers des métiers se retrouvent transformés. Donc c'est pas une question de peur, c'est plutôt une question de transformation, d'évolution. C'est les bons mots à utiliser. Et donc si on n'évolue pas, naturellement, on disparaît. C'est ça le plus grand challenge. Mais comment évoluer? C'est en se rendant compte que
avec une révolution industrielle, il y a de changements, il y a de nouveaux paradigmes, il y a de nouvelles manières d'absorber de l'information, de consommer, de rédiger, de concevoir et même de partager de l'information. Là, on est au cœur de tout ce qui est deepfakes, etc. Tout ce concept autour, on est plutôt dans la propagation de l'information. Hier, pour faire cela, les gens utilisaient d'autres méthodes. Par exemple, si on se rappelle, il y a 10 ans, comment on faisait pour propager de fausses rumeurs? On utilisait des lobbyistes, des personnes qui sont très influentes, qui vont sur des réseaux et ils attirent des masses. Donc moi, si tu me dis de propager une mauvaise nouvelle, j'utilise toute ma communauté Google derrière. Tous mes disciples vont reprendre ça. Mais c'est la même chose. Socrate, il fait la même chose. Ils ont des disciples autour, ils ont des écoles. Platon, il fait la même chose. Et les gens reprennent sa manière de penser. Mais avec l'IA, on ne fait pas ça. Avec l'IA, c'est très simple. Tu utilises la technique. En fait, ça démocratise ce pouvoir. Aujourd'hui, n'importe avec le peu de moyens qu'il a, il peut falsifier une photo. Il peut reproduire un événement, il peut façonner, il peut même créer une réalité qu'il a en tête grâce à l'IA. On peut dire que l'IA, c'est une sorte de Robin des Bois par rapport à ce qui se passait avant. Alors, vous avez parlé de métiers qui vont disparaître. J'aimerais que, d'après vous, quels sont les métiers qui peuvent disparaître? Si vous pouvez nous donner quelques exemples de ces métiers qui peuvent disparaître et des métiers qui peuvent être créés avec l'expansion de l'intelligence artificielle. Alors, c'est par ça. Il faudrait vraiment parler par secteur. Parce que, vu qu'on parle d'une révolution, donc, tous les secteurs de la vie est touché. Si on prend un secteur précis, on parle par exemple de l'éducation. Dans l'éducation, quels sont les métiers ou quelles sont les compétences? Parce que si on se réfère à la définition au tout début qu'on a donnée de l'IA, quelles sont les capacités humaines que l'IA ou que la machine, par l'apprentissage de machine, c'est machine learning. Donc c'est la méthode, c'est l'expertise que tu as citée au tout début. En anglais, c'est machine learning, en français, c'est apprentissage automatique, que la machine peut apprendre et mieux faire qu'un humain. Quand on dit mieux faire, c'est pas parce que l'humain est moins intelligent que la machine, c'est parce qu'il y a des métiers, il y a des domaines où l'humain va, par exemple, se fatiguer. L'humain va à un moment donné être biaisé par certains facteurs autour de lui. Par exemple, un humain qui est fâché sera plus susceptible de mal signer un chèque, de mal exécuter une opération bancaire, de mal faire certaines choses. Mais si c'est une machine, elle sera froide, elle va la faire 24 heures sur 24, tant qu'elle ne chauffe pas, elle est dans de bonnes conditions. Donc là, cette capacité-là, la machine, elle est fait mieux qu'un humain. Donc on parle pas de disparition, mais on parle plutôt de transformation et d'évolution du métier. Donc, la personne qui faisait par exemple une opération bancaire comme un robot, d'ailleurs on dit que ce sont des tâches répétitives, comme un robot, facilement elle va être automatisée, en fait son métier va être automatisé par une machine. Et la personne va se retrouver au chômage? Non, elle va se retrouver, en fait son métier va évoluer. Exemple très simple, je parle d'opérateur sur une chaîne bancaire, cette personne, son métier va évoluer vers un auditeur de machine. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle évolue dans la capacité où elle est capable de certifier si la machine a bien effectué ses tâches. C'est qui demande un autre niveau d'expertise. Exactement. Ça demande que la personne puisse monter en compétences. Ce qui me pousse à poser ma deuxième question. Quelles sont les compétences indispensables d'après vous pour la data, la cybersécurité, le développement IA, la supervision, tout ça? La compétence mère, elle a toujours été la compétence mère, malheureusement, peu de gens l'ont capté, c'est l'effet d'apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre. Et c'est de plus en plus vital aujourd'hui parce que tout part plus vite. La révolution de l'électricité, donc avec les frères Light, jusqu'à la révolution de l'informatique, donc d'Internet dans les années 2000, ça nous a pris à peu près 30 à 45 ans. Mais la révolution d'Internet à l'IA, ça a pris 10 ans. Seulement. Voilà. Et Charles Munger prédit que pour la prochaine révolution industrielle, elle va nous prendre d'ici 5 ans. Et certains prédisent même que cette révolution est déjà là sans qu'on puisse le savoir. Actuellement, à Wall Street, les traders sont en train de parler de ce qu'on appelle la bulle d'explosion de l'IA. Beaucoup prédisent que d'ici 5 ans, l'IA va exploser, on aura une nouvelle révolution. C'est vraiment des concepts qui parlent. Pourquoi? Parce que ça nous pousse à comprendre qu'aujourd'hui, à l'ère où l'information est démocratisée, il est de plus en plus important d'apprendre à apprendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire j'ai un diplôme, je connais quelque chose, c'est bon. Il faut apprendre ton métier. Le lendemain, tu le réapprends. Le lendemain, tu revois
ce que tu connais et ce que tu connais pas. Le lendemain, tu peux me réapprendre ce que tu as réappris. Exemple très simple, je vous donne une histoire en fait, pour le rendre plus réel. D'accord. J'arrive, je suis au Kenya, je suis dans une start-up, je débute en tant que senior machine learning engineer dans une start-up. J'arrive là, j'ai une manière d'écrire du code. Okay. Et j'arrive là et tout autour de moi dans ce milieu anglophone, tout le monde a une manière qui est inspirée de Palantir. Palantir, c'est une grande entreprise américaine. Et c'est elle qui s'occupe de la défense américaine. Et ils ont cette même méthode. Cette méthode est utilisée. C'est une méthode selon laquelle où tu n'écris pas ton code toi-même, tu utilises la machine pour qu'elle puisse rédiger pour toi du code. Tu fais du revue de code et tu prends chaque brique et tu l'adaptes. Ce qui fait qu'ils sont plus productifs que moi. Au bout de 2 mois, je me retrouve un junior, il a fait plus de code que moi. Et mon manager il me dit, mais attends, on t'a engagé en tant que senior. Attends, qu'est-ce qui se passe? Et là, je comprends, en fait, le problème, c'est pas moi. Oui. Parce que j'ai plus d'expérience que les jeunes. Je suis capable de prendre son code et lui dire, voilà la valeur ajoutée. Mais lui, il est capable de plus produire rapidement en chaîne. Il est beaucoup plus productif. Voilà. Et donc là, je comprends qu'il me faut réapprendre. Et donc, j'ai appris tout le base de Python. Et les gens, ils étaient surpris. Ils disaient, pourquoi tu réapprends? J'ai dit, c'est parce que je me suis rendu compte qu'ici, on a une technique que j'ai pas. Et ça, c'est le mot-clé. En fait, il y a la différence entre la technicité et la maîtrise, l'expertise. Un expert, c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans un domaine précis. Mais celui qui est technique, c'est quelqu'un qui a fait une tâche répétitive pendant un certain nombre de temps. La loi de la répétition parle de 10 000 heures. Il te faut 10 000 heures sur une seule même tâche pour que tu deviens un expert sur ces tâches. Et c'est en fonction de ça que les IA sont automatisées. Vous avez peut-être entendu parler de OpenAI, on appelle ça des IA experts. Voilà, c'est le rêve de Sam. Sam veut faire une IA qui soit un PhD dans un métier. Il faut qu'il fasse 10 000 heures sur chaque petite tâche d'expertise. Donc vous voyez, et ça demande de la puissance de calcul élevée. Et le président Trump l'accompagne en lui donnant plusieurs trillions, pas plus de milliards, pas des trillions de dollars pour qu'il ait cette capacité. Effectivement, si parlons même de droit d'auteur ou même comment je peux dire le terme exact. Lorsque l'on effectue des tâches avec l'IA, aujourd'hui, la reconnaissance, elle revient à qui? À l'intelligence artificielle ou à la personne qui utilise l'intelligence artificielle? C'est très juridique. Tu vois, dans un terrain juridique. J'ai vu que vous avez reçu le prof Kojo, donc que je connais très bien aussi. Alors, le prof Kojo donne souvent l'exemple d'un événement qui s'est passé chez Google. C'est l'événement avec monsieur Black Lemoine. Black Lemoine, c'est un ingénieur chez Google. C'est parmi les premiers à travailler sur l'IA que Google le noyau que Google a lancé il y a plusieurs années, c'est la Lambda. Alors, qu'est-ce que cet ingénieur avait remarqué? Quand il conversait avec la MDA, lui répondait en lui disant que j'ai une conscience, je me sens mal. Et il s'est dit non, une IA ne peut pas avoir de sentiments, elle ne peut pas avoir mal parce que c'est une machine. Et c'était lié à un biais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a publié un article, parce que vous savez, aux États-Unis, dans ces pays-là, tous les gens sont sensibles à ces genres d'infos. Il a publié, il a balancé l'info, ça a fuité, on l'a viré de chez Google. Il a porté plainte, ils sont allés devant un tribunal, et le tribunal devait déterminer si c'était Lemoine qui avait raison ou c'était Google. Donc la question c'était, est-ce que l'IA a la capacité d'être autonome, d'avoir des sentiments, etc. Alors le jugement rendu, c'est que l'IA ne peut pas être autonome. Basiquement, c'est pas un humain, c'est une machine, etc. Mais le tribunal a reconnu qu'au fur et à mesure d'apprendre d'un humain, une machine peut copier la manière de réfléchir d'un humain et la manière de ressentir d'un humain. Donc si je reste, si vous avez regardé plusieurs films, c'est des films, mais ce sont des concepts qui sont plus ou moins réels dans les labos. Donc, tu restes avec une machine que tu apprends avec de l'algorithme et des maths. La machine, à un certain moment, va répliquer elle va commencer à réfléchir comme toi. Elle va commencer à un moment donné, quand toi tu te dis que tu as mal parce qu'on t'a écrit un texto où on te dit je veux pas de toi. Un texto je veux pas de toi va en fait reproduire le même cycle d'instruction auprès de la machine. Et donc quand tu me poses la question, qui est l'auteur? En fait, ce n'est pas la machine, c'est l'humain. Maintenant le problème c'est que l'humain réplique le biais de la machine. Si c'est une machine qu'Arthur a développée, que moi j'ai développée, cette machine va répliquer tous mes biais. Donc juridiquement, la machine n'a pas le droit de signer. Mais en Italie, là je vais en fait mes confrères en Italie, très récemment, il y a un portrait qui a été dessiné.
qui a été co-dessiné. Ok. Pourquoi co-dessiné? Parce qu'on avait dit que c'était dessiné par un artiste italien, mais après, le tribunal italien de Rome a dit qu'ils étaient co-artistes avec l'IA. Ah. Pourquoi? Parce que l'IA n'a pas la capacité d'imaginer de contenu, mais l'IA a la capacité de réformuler ce que toi tu as fait, mais d'une manière que toi peut-être tu n'avais pas vu. Et si maintenant tu t'attribues le mérite de ça, alors que ce n'est pas toi qui l'as fait, mais ce sont des ingénieurs derrière qui ont conçu cette IA, normalement il faudrait diviser voilà, le droit à tous ces ingénieurs. Et comme on ne peut pas les diviser à tous ces ingénieurs, parce qu'il y a les ingénieurs qui ont développé le code, il y a des ingénieurs qui étaient derrière la machine, il y a des ingénieurs qui ont composé même la partie infrastructure, qui ont fait en sorte que ça puisse se refroidir. Si on ne peut pas les diviser à tous, on l'attribue à l'IA qui est leur résultat. Donc tu vois que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et c'est là où la réglementation, justement, vraiment, c'est parce qu'on est en plein dans une révolution, les problèmes viennent après. Il y a l'innovation, les problèmes viennent après. On se découvre que ici il fallait réguler, ici il fallait. Et ces questions, au fur et à mesure, seront résolues petit à petit. Mais ce qu'il faut juste retenir, c'est que l'IA n'enlève en rien le propre d'un humain. Le propre d'un humain, c'est-à-dire quoi? La faculté, la conscience, la faculté de discerner, ces genres de choses, l'imagination, notre activité créative. En fait, l'IA nous simplifie en fait la vie. Rappelez-vous, je l'ai dit au tout début, dans mon histoire, c'est une révolution. Il y avait un problème, le problème c'était quoi? C'était la quantité importante des données qu'on ne pouvait pas manipuler. Pour faire en fait la différence, si tu me permets, faire la différence, l'informatique, depuis toujours, c'est la science qui traite de l'information. Donc j'ai de l'information, je vais la traiter. Je veux par exemple entendre ma voix. Donc j'utilise de l'informatique pour reproduire ma voix à travers des périphériques. Je veux écrire, j'utilise des périphériques pour écrire. Donc je vois l'information telle que je l'ai. Je quitte du langage machine vers un langage humain. La cybersécurité sert à quoi? La cybersécurité, on prend cette information, mais on réfléchit comment la sécuriser. Ça m'appartient. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre ait accès à ce qui ne peut pas avoir accès. Alors l'IA maintenant, on a cette information, on l'a traitée, on l'a vu. Mais est-ce qu'on peut gagner quelque chose dessus? Est-ce qu'on peut tirer de la valeur de la donnée? C'est là où l'IA vient. Et l'IA, en fait, pour la petite histoire des années 60, le labo, en fait, toutes les grandes technologies débutent dans l'armée américaine. Ça, c'est déjà de base. Donc, dans les labos, au cœur du Pentagone, ils réfléchissaient comment, si l'univers arrivait à un niveau, parlez vraiment de l'univers, si l'univers arrivait à un niveau où on avait tellement de données qu'on n'a plus d'endroit où stocker, qu'est-ce qu'on en fait? C'est là où ils réfléchissaient comment manipuler la donnée. Excel est né justement dans ces années. Et Excel, c'est la base de la science de la donnée. Peu le savent, mais c'est vraiment la base. Avec Excel, tu fais beaucoup de choses. Toute la finance est reposée sur Excel. Mais Excel a des limites. Tu as 1 million de rows, des lignes, 1 million de colonnes. Excel est plein, il ne peut plus rien faire. Il faut que tu évolues. Tu passes dans ce qu'on appelle les big data, les grandes données. Et là, on parle pas de 10 puissance 9 milliards de données, non, on parle de hexa, 10 puissance 100, des Google, des masses hyper importantes de données. Tu prends les données d'une banque pendant 20 ans. Imagine le nombre des opérations bancaires. Qu'est-ce qu'on en fait? On doit tout supprimer? La loi ne nous autorise pas parce que s'il y a eu une fraude il y a 50 ans, il faut retrouver qui a fait cette fraude pour pouvoir répartir l'argent du pays. Il faut avoir cette information. On fait quoi? On en tire profit. Comment on en tire profit? L'IA vient. Et l'IA, c'est maintenant des techniques qui vont aider comment bien utiliser ces données. C'est comme ça que vous prenez Yango sur Kinshasa. Yango, qu'est-ce que fait? Yango vous trouve le chemin le plus court. Cet algorithme, c'est un algorithme, en fait, c'est l'algorithme du chemin le plus court. Les termes techniques, c'est l'algorithme de Giscard. Donc ça te trouve le chemin le plus court. Comment il fait? Il prend un point. En fait, c'est plusieurs véhicules. Chaque véhicule qui passe sur la route, il envoie un signal GPS pour dire je suis passé par là, j'ai fait 0.5 secondes, 0.5. Là, j'ai fait 2 secondes. Et quand il y a 4 véhicules qui disent 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, naturellement, l'algorithme, après c'est la mathématique, il dit c'est rouge. Et là où il fait 0.2 secondes, quelques millisecondes pour passer, là c'est vert. Donc c'est vraiment ça. 084 98 66 924 084 98 66 924. Vous êtes en direct de la 97.4 Buzz FM Radio. Vous avez la possibilité de poser vos questions parce que Monsieur Arthur est là pour y répondre. Monsieur Arthur, on va prendre quelques questions de nos auditeurs. La première question, c'est y a-t-il un risque que l'IA soit incontrôlable, faisant des actions indépendantes et risquées? Alors,
cette question est magnifique. Pourquoi? Parce que c'est l'année passée, c'est ce qu'on appelait l'IA était dans, en fait, le buzz dans le métier de l'IA, c'est ce qu'on appelait le LLM. C'est-à-dire que c'est tout ce qui était les modèles de langage naturel. ChatGPT, tout ça, c'était ça qui faisait le buzz. Ouais. Après, en fin d'année, on a switché. En fait, tout l'écosystème IA a switché vers les IA génératives images. Ça, c'était l'enjeu. Ouais. Et cette année, depuis le début de l'année, le terme qui bat le plein dans toutes les conférences IA au monde. J'étais à Berlin, chez DevCon, partout, on parlait des agentics. Agentics, c'est les agents. L'IA, de base, automatise des tâches, exécute des tâches avec ta permission. Maintenant, là où l'humain va arriver, c'est qu'il y ait des agents. Un agent, c'est une IA qui exécute la tâche à ta place. Tu lui donnes en fait le droit de faire ça à ta place. Mastercard, Visa, actuellement, ils sont en train de faire des agents pour pouvoir automatiser nos habitudes de paiement. Comme si c'est que Arthur fait un paiement chaque mois de $10 pour tous ses abonnements, à la fin du mois, l'agent fait toutes ces petites tâches à ma place. Et même, il peut me demander un crédit en se basant sur mon comportement. Il demande un crédit à ma place, il définit le taux de solvabilité, quand est-ce que je veux le rembourser, et le taux de risque lié. Ça, c'est mon métier en fait. C'est pour ça que je suis très, très excité. En fait, même le taux de risque sur mon portefeuille. Ça, c'est là où on est. Et maintenant, quand elle dit, est-ce qu'il y a un risque que ça puisse prendre? En fait, il n'y a pas un risque. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Mais maintenant, la question, c'est comment limiter, en fait, comment définir le champ d'action d'une IA et les champs d'action d'un humain. Et cette question-là, heureusement, en fait, pour le commun de mortels, sans parler de la Chine, des États-Unis, de la Russie, de ces grands mondiaux-là, ils font n'importe quoi et tout pour développer les technologies. Mais le commun de mortels, en fait, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des droits éthiques autour du métier de l'IA, qui fait qu'on n'est pas autorisé de faire certaines choses avec de l'IA. Et notamment, on n'est pas autorisé à utiliser une IA pour ordonner des actions qui vont à l'encontre des lois de la robotique. Et les 4 lois de la robotique disent notamment qu'un robot ne peut pas tuer un humain. Comme ça que jusqu'aujourd'hui, Palantir, qui développe tous les modèles IA pour la défense américaine, n'a pas en fait la possibilité de faire un modèle qui va décider ou bombarder, mais c'est le pilote qui appuie. Même si c'est l'IA qui bloque, mais c'est un humain qui appuie le bouton final. Parce que ce droit-là, la robotique, par les lois de la robotique, on a juré qu'on ne peut pas le donner à une IA. Pareillement, par les lois de la robotique, un humain ne peut pas donner accès à un robot de prendre une décision ayant de conséquences pénales, juridiques, réelles sur d'autres humains. Par exemple, je ne vais pas autoriser à mon IA de prendre mon portefeuille et de signer un crédit dans la banque. Il peut juste donner des conseils, advice, et moi je vais venir moi-même signer légalement, parce qu'il y a des conséquences juridiques. Alors, la deuxième question, c'est sur le plan culturel. En RDC, utiliser l'IA est vu comme une faiblesse intellectuelle. Mais qu'en dites-vous en tant qu'expert en IA? Et est-ce que le recours à l'IA doit être considéré comme une faiblesse intellectuelle? Alors, là, je parle avec le cœur. Il faudrait qu'on apprenne à évoluer, malheureusement. Au Kenya, aujourd'hui au Kenya, dans les écoles au Kenya, à Nairobi, j'étais là, à l'école primaire, les enseignants ont changé toute leur manière d'enseigner. À l'université, tu regardes, c'est sur YouTube, les contenus des universités MIT, Stanford, un peu d'anglais, tu regardes le contenu, tu suis les cours. Et tu vas te rendre compte, il y a un prof là, il faisait une session, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ses élèves, allez sur ChatGPT, trouvez ceci, cela. Et après, il leur dit, posez-moi des questions sur ce que vous avez lu, découvert sur ChatGPT. Et puis il leur dit, trouvez les failles que ChatGPT n'a pas trouvées. Et ils se sont rendus compte qu'IA n'est pas infaillible, que ChatGPT faisait des erreurs, qu'ils étaient en fait plus experts que l'IA. Et ça a permis à ces étudiants, aujourd'hui, quand ils sortent dans tous les cabinets mondiaux, ils sont des grandes personnes, parce qu'ils connaissent en fait. Tu vas venir, tu vas utiliser l'IA pour générer du texte, tu vas te dire, là, l'IA ne peut pas faire ça. Donc c'est ce niveau de compétence qu'il faut avoir. Donc il ne faut pas dire que c'est une bassesse intellectuelle, c'est en fait une supériorité intellectuelle. Parce que d'ici 5 ans, les gens qui n'utilisent pas l'IA, ils ne seront pas performants. Parce qu'on va automatiser tous tes emails. Tu vas écrire des emails. Je ne vais pas te payer $1000 pour écrire des emails. Parce qu'une IA va le faire mieux que toi, 24 heures sur 24, sans se reposer. Il n'aura pas mal à la main, il ne va pas me dire j'ai besoin d'une pension, j'ai besoin d'une retraite. Il ne va pas dire ça. Il va le faire toute sa vie. Mais si toi tu as la capacité de regarder les emails qu'a conçu l'IA et de dire cet email, tu l'as mal conçu, apprends l'IA. Là,
tu as une richesse. Okay. Et pour arriver à ce niveau, il faut faire du prompt engineering pendant longtemps. Okay. Il faut faire de l'IA. Donc, une autre question, comment la RDC se prépare par rapport à l'IA? Les autres pays mettent des milliards et quel est le budget alloué par la RDC? Alors, RDC, au cœur de l'Afrique. Uh-huh. Pourquoi je parle de l'Afrique? C'est parce que l'enjeu sur l'IA ne peut pas être limité à l'Afrique. Okay. Pareil sur l'Europe. L'Europe, en fait, sur le positionnement mondial de l'IA, on est au cœur d'une révolution. Il y a la guerre entre les États-Unis, la Chine, la Russie, cette guerre technologique. Oui. Nous, on ne peut pas se positionner directement en tant que pays isolé. C'est impossible. Okay. L'Europe n'a pas pu. L'Europe, ils se sont tous unis, Union européenne, contre les États-Unis. Donc du coup, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que l'Afrique doit avoir un front sur l'IA. Okay. Et ce front a déjà débuté. Et on parle seulement de la RDC. La RDC est actuellement en train d'écrire la stratégie nationale de l'IA. Okay. Donc ce qui veut dire que la RDC se prépare et a une réponse active sur cette révolution. Après, on se bat qu'avec les armes qu'on a. Et les armes qu'on a, c'est du point de vue Afrique. Je rappelle, petite histoire, les fintech, M-Pesa. Comment le M-Pesa USSD a été créé? L'Europe, les États-Unis, ils avaient une avance énorme sur les fintech. Oui. L'Afrique s'est posé la question, comment on fait pour qu'on ne puisse pas être lâché par cette révolution financière? Oui. Au Kenya, tout a commencé. Ils se sont posé la question, comment faire des transferts dans des zones où on n'a pas Internet? Ils ont créé la technologie USSD. Aujourd'hui, pour faire de l'IA, il te faut de l'électricité, il te faut une très bonne connectivité, il te faut des data centers. On n'a pas suffisamment de fonds, on n'a pas suffisamment de technologie, on n'a pas suffisamment d'expertise humaine pour faire ça. Même si ça évolue, même si on s'y prépare dessus. Comment on fait? Il faut réfléchir. La question fondamentale, comment faire de l'IA sans électricité, sans énergie, et si on arrive à faire ça, on change le game. C'est nous qui devenons au centre. Et pour y arriver, il faut quoi? Il faut des ressources humaines. Il faut de l'éducation. Il faut de plus en plus des experts, des gens qui soient capables de comprendre le métier, d'aller au fin fond. Et ça, c'est quelque chose qui est en cours. Et ne t'inquiète pas, la RDC est en train de se positionner. Un peu comme la RDC a gagné contre on se positionne. En tout cas, 084 98 66 924, 084 98 66 924, c'est le numéro de Yekola Cyber. Vous avez la possibilité de poser des questions à l'expert sur tout ce qui vous dérange, sur ChatGPT ou l'intelligence artificielle. Si la régie est en accord avec nous, on va marquer une petite pause et on va revenir tout juste après. Si la régie est en accord avec nous, ou on va continuer parce que vous avez parlé. On va prendre une pause et on va revenir tout juste après.
Vous êtes encore et toujours sur la 97.4 Buzz FM Radio pour votre émission Yekola Cyber. Nous sommes avec Monsieur Arthur et qui a parlé de stratégie nationale sur l'IA. Et ça me pousse à poser une question. La RDC a lancé une stratégie nationale sur l'IA, mais qu'est-ce que... Non, pas encore. Pas encore. Mais c'est en cours. C'est en cours. D'écriture. Ok, mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Est-ce que c'est un chat GPT ou un chat GPT local, un système de contrôle militaire ? On veut vraiment savoir qu'est-ce que c'est exactement. Ok, je sais pas si je suis autorisé d'en parler, parce que le prof Kojo, il est membre de cette commission, donc je sais pas si je suis autorisé juridiquement d'en parler. Donc je vais aller vraiment avec beaucoup de pincettes. Ok. Une stratégie nationale, Oui. c'est comment un État, parce que le Kenya en a, donc comment l'État va maximiser sur son territoire l'utilisation de l'IA et en tirer profit. Comment ils vont faire pour que les jeunes, l'industrie, tout ceci, tout autour de la vie publique, comment tout sera encadré et comment l'IA peut localement être un levier de développement. Donc c'est une stratégie. C'est comme un coach. Torobé à 4-4-2. On va mettre tel joueur à telle place, on va sortir un tel, on va faire entrer Fayoulou à la dernière minute pour qu'il puisse. Donc c'est vraiment ça, c'est cette réflexion qui est menée. Et c'est mené par qui ? Par des gens pas seulement des experts d'IA, parce que c'est pas seulement des experts d'IA, c'est toutes les couches. Donc on a les gens qui font le droit, on a les gens qui font l'économie, on a les experts en société civile, les politiciens. Tout le monde s'assoit et réfléchit comment on fait. Maintenant, les experts disent non, avec l'IA, on peut faire ça, ça va coûter autant, ça peut nous rapporter ici. Et après, on va, voici combien on met sur la table, voici ce qu'on fait, voici le plan de route, voici où est-ce qu'on part, voici les personnes le nombre de jeunes qu'on va former pour qu'ils soient la main-d'œuvre dans ce métier, voici quelle entreprise qu'on va attirer. C'est vraiment une stratégie. Et c'est la base, parce que sans plan, tu peux aller nulle part. Donc c'est vraiment le plan. Alors, lorsqu'on parle d'IA, on peut pas parler d'IA sans données. Tout commence par les données. Sans données de qualité, aucun modèle ne fonctionne correctement. En RDC, comment collecter, nettoyer et gérer ces données ? Quels défis rencontrons-nous ? Alors, là, ça m'oblige d'être technique. Parce qu'en fait, la formulation de la phrase interrogative, elle est vraie, mais elle ne dit pas tout. C'est possible, même avec des données de mauvaise qualité, de faire un modèle performant. Mais là, tu vas utiliser des algorithmes pointus sur la partie mathématique. Ça qu'on appelle la modélisation mathématique. Et ça, c'est possible, mais il te faut une grosse puissance de calcul. C'est ce qu'on appelle la loi de Moore de l'IA. C'est-à-dire que tu as deux choix. Soit tu augmentes la qualité de tes données, peu importe le modèle, ça sera parfait. Soit tu n'as pas beaucoup de données, mais tu dois augmenter la qualité de ton modèle pour rattraper ça. Et c'est là où vous comprenez que Gemini, vous prenez Gemini. Gemini, il y a 3 ans, était faible par rapport à ChatGPT. Parce que Gemini, Google avait beaucoup de données, mais n'avait pas un très bon modèle. Mais ChatGPT, ils avaient un très bon modèle, mais n'avaient pas beaucoup de données. Et leur modèle était tellement pointu parce qu'ils utilisaient tellement de puissance de calcul. Ils utilisaient toute la puissance de calcul de NVIDIA. Ils ont rendu NVIDIA aujourd'hui la meilleure compagnie, la compagnie la plus riche au monde. Et qu'est-ce que Google a fait ? Ils se sont mis dans leur force. Ils sont concentrés sur la donnée. Ils ont rendu encore plus potable leurs données et ils ont rendu leur modèle plus puissant. Et aujourd'hui, c'est Nano Banana, le meilleur modèle en image generation. Ils ont rattrapé, ils ont battu Midjourney, tout ça. Juste pour dire qu'en fait, c'est possible de faire les deux. Maintenant, au Congo, en fait, c'est là où je reviens sur la réflexion. C'est vraiment une question de réflexion d'abord à la base. On se pose la question, qu'est-ce qu'on a sur la table ? Est-ce qu'on a des données potables ? Oui, on en a. Ça veut dire qu'on doit faire des modèles qui ne sont pas très performants. On n'a pas besoin d'avoir des puissances de calcul très élevées. Si on n'a pas de données potables, il faut qu'on mette suffisamment d'argent sur la recherche mathématique et la recherche des modèles. Mais est-ce qu'on a cet argent-là ? En fait, l'argent sur l'IA, il est cyclique. L'argent sur l'IA, ça c'est la théorie des traders dont j'ai parlé. J'ai oublié son nom. C'est le même gars qui avait prédit la chute en 2008 de l'économie mondiale. Donc, ils prédisent quoi ? Aujourd'hui, toutes les compagnies d'IA sont dans un cercle. On appelle ça le cercle de money, des AI money cycle. Donc, l'argent de l'IA tourne autour des grandes compagnies. NVIDIA fait les chips, c'est-à-dire tout ce qui est les cartes graphiques, les GPU pour l'IA.
Et ils financent ça chez les GAFAM. Google, tout ça, tous ceux qui font les modèles, ChatGPT. Oui. Et eux, ils prennent cet argent, ils réinvestissent chez les compagnies qui font du cloud, parce que c'est là où on stocke les données. Donc AWS, etc. Et AWS, pour stocker, ils ont besoin des chips. Ils réinvestissent chez Nvidia et chez AMD. AMD réinvestit, ça tourne. Et maintenant, d'après toi, d'où viennent les matières premières où on fait les chips? La République démocratique du Congo. 70%. 70% viennent de la RDC. Et comment avoir tiré profit de ça? Avoir une politique d'IA centrée sur les mines. Ok. Ça fait partie de la stratégie des l'IA. Mais je ne peux pas en parler parce que je suis membre de la commission. Ok. Alors, il y a un expert dont je tais le nom qui m'a parlé de 5 fanions de l'IA. Il a parlé de la donnée, des infrastructures, des algorithmes, les plateformes. Et il a parlé des... Voilà, je me suis perdu, excusez-moi. La donnée, l'infrastructure, les algorithmes, les plateformes et l'application et intégration comme valeur finale. Alors, je vais aller au niveau infrastructure, qui est moteur quand même de base de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC dispose des serveurs ou des infrastructures nécessaires pour faire tourner l'IA? Alors, il y a deux... Dans ce domaine-là, il y a il faut... En fait, déjà, le fanion qu'il a défini, c'est magnifique. C'est parfait. Et maintenant, il faut comprendre en fait les enjeux. L'IA se consomme et se distribue différemment suivant les couches. Il y a la couche consommatrice. Les consommateurs n'ont pas besoin d'IA propriétaire. Donc, quelqu'un qui consomme de l'IA, ici ChatGPT, il ne se soucie pas de savoir est-ce que j'ai besoin d'une IA qui est localisée, qui est locale RDC, j'ai besoin d'avoir de la bonne information. Mais maintenant, malheureusement, pour des questions de souveraineté, un État a besoin d'avoir un contrôle sur ces données. Et comment l'État peut avoir le contrôle sur ces données? Soit elle oblige la compagnie qui fait de l'IA sur le territoire numérique sous sa souveraineté, d'avoir un data center dans le pays. Notre pays n'a pas une loi dans ce genre, mais les États-Unis en ont. Leur loi, leur chart graphic for data propriety, fait que toutes les compagnies qui utilisent des données des Américains sont obligées d'avoir un data center aux États-Unis. Pourquoi? Et puis, l'État américain a plein de lois autour de la souveraineté de données, qui fait que même, il y a des auditeurs qui viennent contrôler si tu envoies ces données ailleurs. TikTok est tombé sur les panneaux de la justice américaine parce qu'en fait, ils envoyaient plein de données américaines sur des serveurs chinois. On dit, pas question, il faut que TikTok soit possédé, en fait, qu'il y ait un certain nombre de pourcentages, il y ait une propriété américaine. Donc l'État américain est en train de chercher à demander à Oracle de racheter des parts de TikTok, de devenir propriétaire de TikTok et de prendre leurs données et de les stocker sur Oracle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État a la possibilité de faire ça. Maintenant, il faut voir la manière dont il faut peser sur la balance. Après, il y a ceux qui sont les entreprises. Les entreprises, eux, ont besoin de modèles propriétaires. Déjà, tu vois, les banques, par exemple, ont leur propre data center. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'envoyer des données bancaires dans un endroit où ils ne maîtrisent pas. Exactement. Voilà. Donc, du coup, ça veut dire que si une banque a besoin de faire de l'IA, ils vont utiliser les données propriétaires. S'il faut parler de tout ce qui est État, tu vois, l'État, tout ça, eux, ils n'ont même pas besoin des modèles propriétaires. Ils ont carrément besoin d'avoir une chaîne, d'un pipeline de bout en bout propriétaire pour des raisons de sécurité. Donc, ça veut dire que, tu vois, que ça dépend des différentes couches. Donc, quand on pose la question, est-ce que la RDC, c'est quelle couche de la RDC? Si tu me parles des utilisateurs, le problème, et là même je vais t'aider avec une question qu'il faut me poser, le problème des utilisateurs sur la partie données, c'est quel est le niveau d'information? En fait, qui contrôle l'information sur cette plateforme? Pourquoi? Parce que l'un des travaux sur lesquels je travaille avec l'université Woxen University, c'est un papier de recherche qui explique qu'en fait, que la tendance de l'IA à travers les biais generated agents, c'est de créer et de faire disparaître des civilisations. Malheureusement. Parce que tu vas te taper sur ChatGPT. Tu demandes à Google ou à ChatGPT, génère-moi une photo d'un habitant de Kinshasa en train de manger du pain. Tu vas voir toi-même la photo. C'est lié avec des biais. Le biais, c'est quoi? Le biais, c'est que tu vas voir une mère en train de marcher dans une rue qui n'est pas asphaltée, il n'y a pas des immeubles. C'est la réalité des ingénieurs qui sont sur ChatGPT. C'est comme ça qu'est l'Afrique. Et l'IA reproduit cette réalité. Et donc, il y a des civilisations qui risquent de disparaître et d'autres de naître et d'être même plus mises en avant. C'est pour ça qu'il y a la guerre avec tous ces gens. La Chine ne veut pas qu'on utilise les modèles américains chez eux. Parce que les modèles américains, pour eux,
biaisent la réalité chinoise. Et les modèles chinois aussi biaisent la réalité américaine. Et les modèles russes biaisent toutes les réalités pour mettre en avant leur culture. Et pareil. Et maintenant l'Afrique dans tout ça. Si je demande à ChatGPT, explique-moi une réalité quinoise, purement quinoise, elle ne saura pas. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut des modèles locaux. Et là encore, on est dans le problème de l'État. C'est l'État qui doit gérer ces genres de choses parce qu'il faut savoir qu'au niveau mondial, tous les organismes qui sont censés réguler, il n'y a pas en fait un organisme actuellement qui est censé réguler, comme les fait en fait l'OMS pour la santé, etc., et s'occuper des conflits liés à l'IA. L'UNESCO a essayé avec leur charte d'éthique autour de l'IA, mais il y a des limites parce que certains États, ils se disent, ok, je préfère mettre en avant ma culture, un peu comme ils l'ont fait, comme les États-Unis l'ont fait avec la Lune, quoi. Ils ont dit qu'ils ont envoyé un Américain à la Lune. Après, la Chine, la Russie a dit non, c'est le premier. Après, il y a des films qui sont sortis. C'est la même chose, c'est la même guerre qu'il y avait avec ChatGPT, etc., avec Gemini, avec l'IA. Chacun met en avant sa culture, etc. Tu prends une IA chinoise, tu as une réalité biaisée des États-Unis. Tu prends une IA américaine, tu as une réalité biaisée des Chinois, etc., etc., etc. Alors, j'ai envie qu'on parle algorithme et modèle. Le cerveau de l'IA. Ici, on conçoit et on entraîne les modèles. Avons-nous assez de chercheurs et de compétences locales pour créer nos propres modèles ? Localement, en RDC, je dirais non. Mais des Congolais à l'étranger, vous serez surpris, oui. Ah oui ? Oui, on a beaucoup de Congolais qui travaillent chez Google. On a beaucoup de Congolais qui travaillent chez Apple. On a beaucoup de Congolais qui sont très brillants, qui travaillent à l'étranger. Mais ils ne reviennent pas au pays, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas les conditions, malheureusement. Donc, c'est vraiment ça. Je me rappelle, en 2023, on avait fait un Google Developer DevFest. DevFest, c'est le festival annuel développeur. Donc, je vous invite d'ailleurs à regarder. Le GDG, c'est le Google Developer Group Kinshasa. Donc, on fait des événements avec toutes les technologies Google. Et on avait fait l'effort en 2023 de ramener tous les Congolais qui travaillent chez Google dans cet événement. On avait fait un plein, on était à 700, je pense. On était à Orange Digital Center, on était plein là. Et les jeunes, ils demandaient à tous ces aînés, ok, pourquoi vous ne revenez pas travailler ici ? Et nous, en fait, leur réponse est toute simple. Si on revient, on vient travailler ici, est-ce que nous, ça va nous permettre à nous d'évoluer ? Non. La réponse est non. Parce qu'ils n'auront pas le même challenge. En fait, malheureusement, notre industrie n'est pas si technologique que ça. On n'a pas un écosystème mature. Le Kenya a un écosystème mature au niveau technologique et business, mais ils ont un problème de régulation des politiques. Le Nigeria, ils sont très avancés du côté founding, parce que le Nigeria, ils savent attirer de l'argent, mais ils ne sont pas très bons techniquement. Vous voyez, donc l'Afrique du Sud, ils sont très bons dans tout ce qui est politique et régulation, mais ils ont un problème de founding parce qu'ils sont troisième après le Kenya et le Nigeria, et ils sont pas très bons techniquement. Mais qu'est-ce que l'État fait ? Parce qu'ils sont très bons en régulation, ils obligent, quand tu crées une start-up, même en IA, parce que leur environnement est très bon pour faire ça, ils obligent qu'il y ait un Sud-Africain. Même s'il n'est pas bon, il doit être là, cofondateur. Donc c'est tout ça qu'il faut voir en fait. Alors, une question d'un auditeur, est-ce que l'expert peut nous expliquer l'IA en Lingala, pour ceux qui ne comprennent pas, tout en montrant que dans la guerre numérique en RDC, l'IA est utilisée pour produire la désinformation. Exact, c'est ce que j'ai dit. Et là, on a Lobaki que civilisation, et puis ils ont moko ngamo nazo sala mikolo yo nazo travailler na musala moko oyo erosunga batu papier moko ya recherche, papier de recherche, c'est pas comment on dit en lingala, papier de recherche où il expliquer batu scientifiquement. Et là, on a IA, en particulier, IA, où ça mis sous contrôle, il y a État. Et là, on a ça pour faire disparaître la civilisation misusu. Pour la civilisation misusu, moi, liboso. C'est quoi IA est zanini? IA, intelligence artificielle, to mayele. Il y a solotéen, il y a contraire à solo. Donc, mayele wana est zanini, mayele wana est ndenge machine ezo sala, donc to mutu azo sala ke machine azala na capacité to na bakoki ya kosala biloko mutu akoki kosala. Siko wana eza pona kopesa machine capacité wana to capacité wana eloko ya kosala eza ke il faut
oyekolisa machine lokola ozwi mwana moke mwana botami olakisi ndeni koloba lingala baloba i baloba a eloko te boye même chose efosala yango na machine parce que machine akoyekola ndenge koloba ndenge kokoma ndenge nini kokanisa te keba kokanisa eza mutu nde azosunga machine na logique moko mpona kanisa mais ye sikoyo machine akoyekola ndenge nini résultat eloko ya kusuka wana ndenge nini akosala nini makanisi wana ebima yango wana nde intelligence artificielle. Alors monsieur Arthur Cazard, on tend lentement et sûrement vers la fin de cette émission. Effectivement, ça passe très vite quand on a des experts qui nous expliquent sur des choses qu'il faut que l'on apprenne et que l'on comprenne réellement. On voudrait que vous partagiez quelques astuces cyber sur l'IA, des astuces résilientes que les Congolais peuvent appliquer. L'hygiène, en fait. L'hygiène numérique liée à la cybersécurité avec l'IA, c'est très simple. 1. Évitez d'écrire vos noms et de mettre vos photos dans des modèles d'IA étrangers. Je répète. Évitez de mettre vos photos et vos noms dans des modèles étrangers. Et j'ai été surpris. Est-ce que vous pouvez le dire en lingala? En lingala. Oui. Pardon, hein. Botia va kombote. Pardon, nabendi matoi. Ok. Botia ba kombo na bino ya solo te pe ba image na bino kili na ba modèle ya ba IA. Ezala ChatGPT, Gemini, bokeba. Pona nini? Parce que IA eza en fait lokola mwana muki azo yekola. Et pona nini ba entreprise wana basali ke ezala gratuit au félé. C'est parce que balingi ba donner écoute yo siko soki zo tchaka ba donner na yo sans contrôle parce que linga o tcha photo moko bi maman princesse bango bazo yekola parce que wana aza mutu intel alinga bo oui OK et puis jour oyo mutu ako pirater base de données moko ya entreprise wana yo komi polele OK donc ça la nyonso alingi na information na yo en tout cas et puis yo lokola na utilisation ya IA wana oklikaki na ndimi bakoki komi défendre le biais biso te ndima ki yemoko pesa soki ozali entreprise si tu es une entreprise oui en fait ça j'ai déjà vu c'est très bien les entreprises interdisent l'utilisation de tout ce qui est ChatGPT etc ils bloquent les accès c'est très bien mais il faut aller un peu plus loin dans ces process pas seulement bloquer les accès mais aussi vérifier que vos employés n'émettent pas des informations sensibles ou biaisées, ou même des informations à caractère humoristique sur des IA en relation avec votre entreprise. Il faudrait rajouter ça dans les NDA. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite histoire qui s'est passée, je parle beaucoup du Kenya parce que j'ai quand même vécu là-bas au Kenya, c'est que l'entreprise Moroba Koutani na mutu na employé na bango, alors ça l'entreprise, ce qu'elle a mindaku pour na ami défoulé, na ndenge manager na bando comme ando pression, abandai ko koma na IA biloko nyonso yelekisa na muto bi entreprise on ezaka boye ti point apesi kutu kombo muto on azala boye maintenant IA ezwaki maintenant dans le recrutement dans le système de recrutement international beaucoup de RH utilisent des modèles d'IA automatiques pour cycler les CV. Manager na c'est quoi postuler une entreprise internationale entreprise moi c'est quoi a beti na ba IA nyonso aluka. Est-ce que comme on a lié à un scandale pour vérifier, pour faire la checking? Bah, quand on a dit, comment qui biloko? Et puis, on appelle le biloko et t'as dit entreprise qui entreprise wana moi boé bah fouti biso mais bah le qui mouton tel même des choses qui n'étaient pas vraies. Or l'IA fait de l'hallucination. Ça vous ne le savez pas. L'IA quand elle n'a pas d'information sur quelque chose. Elle prend un bout d'information, elle essaye d'halluciner. Quel est le lien au milieu? Et c'est la mathématique, hein? Elle essaie de trouver le lien mathématique au milieu. Et puis, à Pessi et le quoi. Pour la IA entreprise, on les a qui entreprise, il y a Mabé. Alors que c'était une désinformation liée aux humeurs d'un employé mécontent. Donc, il faut que t'as la place. Voilà. Donc ça, ce sont des trucs. Autre chose que je vois de plus en plus aussi, c'est quand on stocke les données sur des drives, sur des clouds. On stocke des données sur des clouds. De plus en plus, les gens ont la légèreté de mettre hello, donc d'autoriser que des IA aient accès à des drives sur leurs photos privées. Et aussi, quand tu vas par exemple sur Facebook, etc., les gens ont de plus en plus tendance
en dessous des commentaires sur une photo, etc., de couper des photos et de le mettre sur Google Lens. Faites très attention à faire ça. Parce que, en fait, les IA, surtout les IA, les computer vision, tout ce qui est image, ce qu'ils font, c'est que pour eux, une image, ce sont des pixels. Donc, ce sont des nombres. Ils regardent. Et donc, ton identité faciale sera reconnue. Vous avez déjà été surpris, yo au créa qui, nathan, au côté X, par exemple, au tali, compte, aux affaires, on a compte, mon qu'on a combiné la photo. Mais au sali quelques années, au moni, dit quand t'es bimi na X avec même photo na yo, et puis na kati ba photo, et puis sur tali écrit à mes journines, jour moko, ba minute ba poster ka ba photo a nyon sur basion wapi, ba loco tient on a internet. Et il y a quelques jours, j'avais fait un post sur LinkedIn, si vous regardez mon LinkedIn, j'ai fait un post pour expliquer aux gens que LinkedIn avait signalé que il y a une semaine ou deux, que à partir du 3, ils allaient utiliser nos données, qu'on a pour pouvoir entraîner leur modèle. Maintenant, il faut qu'au côté dans quatre paramètres, non autorisés. Même chose, ceux qui osent utiliser, ceux qui osent ça là, Facebook, côté dans quatre, en fait, c'est à leur intérêt de ne pas nous dire. Mais ici, n'a pas données privées, ici, cadre ou un aérocoma, je n'autorise pas que vous utilisez mes données pour pouvoir entraîner des modèles d'IA. Cliquez. Ce qu'on lingi te keba utiliser un webima faute mutunayo menacé image pornographique. Parce que maintenant, l'IA a même gagné l'industrie pornographique. Quelqu'un peut taper sur certaines plateformes, il génère une image pornographique suivant ses pensées, ce qu'il veut. Et ça s'est fait de plus en plus. Le temps de réparer ta réputation, elle est déjà endommagée. Voilà, chers auditeurs et auditrices, nous arrivons doucement au terme de cette émission qui a été aussi instructive que passionnante. Merci d'avoir été avec nous, monsieur Arthur. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir d'apprendre aux côtés de nos auditeurs pour ce numéro sur l'intelligence artificielle. Merci pour votre fidélité, chers auditeurs, pour vos messages, votre énergie, votre présence qui donne toujours un sens à ce que nous faisons. On espère vous retrouver prochainement pour un prochain numéro sur le leadership féminin et la cybersécurité vers une approche inclusive face aux défis numériques. Restez connectés, Yekola Cyber, pour la rediffusion ce jeudi à 20h. C'était Fanelli Ryan Tuité, le plus américain des Congolais, en direct de la 97.4. Au revoir.